Entre ici, Jean Moulin. Hop, hop, laissons un peu fermenter le suspense. Bonjour, je ne suis pas chez moi, ça fait une semaine que je n'ai pas de voix, mais au moins on a des images d'archives, donc vous allez pouvoir voir autre chose que ma sale gueule. Vous me croyez pas? Extrait. Comme le dit Mademoiselle Moulin, il savait tout. On est le 19 décembre 1964. Le gars qui se la joue tribun de Rome, c'est Malraux. À ce moment-là, c'est le ministre de la Culture. Le discours, il le fait pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Pour les trois du fond qui suivent pas, le Panthéon, c'est là où on enterre nos grands hommes. Bon, à condition que tu sois pas trop noir ou que tu sois pas trop une femme. Mais c'est ce qui est sous-entendu dans le terme grands hommes, non? Enfin bref, il faut qu'on parle générique. I have a dream. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. On est donc le 19 décembre 1964. La date est importante, retenez-la. Et donc ce jour-là, on a droit à un des discours les plus célèbres de la 5ème République. Malraux rend hommage à Jean Moulin. On va pas parler de tout le discours. Déjà, il est super long, et il y a plus intéressant à analyser, donc on va se concentrer sur le passage le plus connu du discours. Extrait. Comme Leclerc entre... Oui, je vous avais dit qu'il y avait des images d'archives, mais pourquoi les utiliser quand tu peux passer une nuit blanche à animer 21 mots, hein? Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Il y a beaucoup à dire sur ce discours. Qui était Jean Moulin? Pourquoi ce discours? Pourquoi cette date-là? Tout ça, on va essayer d'en parler maintenant. On va commencer par la version courte et planter le décor. Le ministre de la Culture rend hommage à un des héros de la Résistance. Le 19 décembre 1964, la date est très importante, j'insiste, c'est donc le 20e anniversaire de la Résistance. À cet égard, on se dit, en toute ingénuité, bien sûr, que ce serait vraiment super de déplacer les cendres de Jean Moulin jusqu'au Panthéon. Donc, on les récupère à la crypte des Martyrs et on les amène jusqu'au Panthéon. La cérémonie, elle se fait en petit comité. Il y a le gouvernement, 194 résistants, dont des communistes qui sont venus là pour rendre hommage à Jean Moulin. Il y a quelques milliers de spectateurs, et la télévision qui vient pudiquement achever le spectacle. Mais plus précisément, qui est présent? Image d'archives, s'il vous plaît. Tout d'abord, on a Malraux, l'orateur, qui lui-même sera à sa mort transféré au Panthéon. À l'époque, c'est le ministre de la Culture. Ministère qu'il a lui-même fondé, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est également un ancien résistant, un grand intellectuel de l'époque. À ce moment, c'est le 3e homme du gouvernement. Ensuite, on a Mitterrand. Mitterrand qui est alors un député, un sénateur, chef de l'opposition, il vient de publier Le coup d'état permanent, qui est un livre à charge contre De Gaulle qui le tarde plus ou moins de dictateur. Ça a également été un très grand résistant, si grand résistant que Vichy l'a décoré de l'ordre de la Francisque, qui est plus ou moins la Légion d'honneur de Pétain. On a été également ici Alain Peyrefitte, ministre de l'Information, et on va revenir là-dessus bientôt, je vous le promets. Et là, on a De Gaulle, président de la République, monstre de la libération, chef de la résistance, chef d'absolument tout, enfin bref, c'est un monstre, tout digne là, dans son premier mandat, mais ôtez-moi d'un doute, 1964, c'était pas la fin de son premier mandat? Ouais, je vous avais dit que la date était importante, non? Reprenons la citation. Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Leclerc, c'est un des généraux français à qui on doit la libération. Il sera fait maréchal après sa mort, et on donnera aussi son nom à des tanks. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Jean Moulin, lui, c'est le bras droit de De Gaulle. Il est né en 1899, et alors qu'il est allé rejoindre De Gaulle à Londres, on le charge d'organiser la résistance pour en faire une véritable armée. Il est donc parachuté dans le maquis, et il crapahute dans toute la France pour y créer le CNR, le Comité National de la Résistance. Sur les mots de Malraux, il fait face à un peuple de la nuit, une armée en haillons. Et c'est de ces humains de briques et de broc qu'il doit faire une véritable armée pour taper du nazi. Hashtag libération, tu connais les bails. Sauf que Moulin en 43, il est chopé par les nazis. Il est tendrement tabassé, amoureusement torturé et joyeusement déporté vers Berlin où est-ce qu'il meurt de la suite de ses blessures. Ouais. Donc ce que nous dit cette citation, c'est que d'un côté on a Leclerc qui représente la puissance de l'armée qui va rejoindre aux Invalides la généalogie militaire, qui ressemble à Jean Moulin qui était le chef de la résistance. Et donc, les deux armées sont équivalentes, et c'est ça le funeste cortège qui suit Jean Moulin. C'est tout l'agglomérat de fantômes de la résistance qui entre enfin avec lui au Panthéon, et à qui on reconnaît l'utilité dans la Seconde Guerre mondiale. C'est le mythe de la France résistante. Ça vous dit peut-être quelque chose? C'est cette idée de la France tout entière qui a résisté. Pourtant, les chiffres sont un peu moins enthousiastes.
sur cette question. La moyenne haute donne 600 000 résistants en 1944, donc après le débarquement, et la moyenne basse, c'est 30 000 résistants. Ouais, il y a quand même un petit écart. Et les esprits de l'époque ne sont pas dupes. La France subit encore le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, on a le deuil. Attends, il y a des... Les Juifs sont morts. Ah, mais... Ils sont pas tous partis faire un immense volet à Auschwitz. Oh, faut que j'arrête d'écouter Goldmich, moi. Et donc toute cette atmosphère s'achève par un silence global. Un silence encore plus douloureux que Jacques de la Bérardière, qui était un résistant très, très célèbre, vient de dénoncer les tortures qu'on a fait en Algérie. Et donc pose dans l'esprit du temps cette question critique, qu'est-ce qui différencie les nazis de ce que nous, on a fait en Algérie? Au final, on massacre, on viole, on pille, enfin bref, on s'amuse, quoi, comme nos occidentaux. La vraie réponse étant, ça va, c'est que des Arabes. En plus, politiquement, on est à la veille d'une élection présidentielle, et les communistes aimeraient bien reprendre la main, quant aux vichistes, ils sont un peu nostalgiques de la grandeur passée. Donc voilà, vous avez la photographie de l'esprit de l'époque, et d'un coup, on a un peu l'impression que l'hommage, ça ressemble à un calcul politique, non? Au fait, j'ai oublié de vous dire un truc, un petit détail cocasse de l'histoire, c'est que le discours se passe après la déclaration générale d'amnistie des crimes commis en Algérie, et avant le vote sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre. Autrement dit, d'un côté, ça va, c'était que des Arabes, et de l'autre côté, non mais attends, la Seconde Guerre mondiale, c'est super grave, mec, on peut pas oublier. Et voilà, et donc c'est Jean Moulin qu'on utilise pour cette manipulation politique. Le mec est aussi utile vivant que mort, chapeau bas. Hein. Et ça amène à une équation plutôt simple. Moulin égale la résistance, jusque-là vous me suivez. Sauf que Moulin égale De Gaulle, parce que De Gaulle, c'est lui qui a permis à Moulin de faire tout ça. Donc De Gaulle égale la résistance. Si De Gaulle égale la résistance et que la résistance c'est la France, De Gaulle est le chef légitime pour continuer de diriger l'État. Adieu les communistes, adieu les vies. D'ailleurs, si Moulin c'est la résistance, et quelle résistance! Alors je préviens, il y a un jeu de mots qui va arriver, il est plutôt susceptible là-dessus, donc essayez au moins de faire semblant de rire pour lui faire plaisir. Et donc quelle résistance! Le gars n'a pas pipé mot pendant la torture! Et donc voilà, Jean Moulin, martyr d'une cause, Christ républicain qui est mort pour les péchés des Français et à qui De Gaulle, grand De Gaulle, a pu au moins lui donner les moyens d'agir. Pour autant, peut-on faire du résistentialisme un révisionnisme? À ce moment, on va revenir sur Perfit. Vous savez, lui, le ministre de l'Information. À cette époque, il y a 2 chaînes de télévision en France, et elles sont directement dirigées par l'État. C'est lui qui change les formules quand il a envie. Et donc, on s'assure bien, parce que ce discours, il est télévisué, j'ai pas des images d'archives juste pour le plaisir. Il y a un but derrière. L'idée d'éduquer, l'idée d'enseigner, l'idée de montrer ce que fut la résistance, et ce que la résistance donne aujourd'hui. Ça donne des grands hommes comme Malraux, comme Moulin, comme De Gaulle, qui sont tous unis, malgré des divergences potentielles en politique, autour d'un souvenir. Et donc ça légitime De Gaulle. Et ouais, parce qu'il est là, c'est l'homme qui a été la solution dans le passé, et c'est l'homme qui est la solution du futur. Certes, on a réécrit l'histoire, mais cette réécriture de l'histoire, historiquement, elle se justifie. Quand De Gaulle arrive en 1945 pour libérer la France est au bord de la guerre civile. Il y a un attentat à Paris, les communistes aimeraient bien le pouvoir, c'est un bordel monstrueux, et donc on a cette phrase-là, la France tout entière a résisté, et ça permet d'apaiser les tensions et de faciliter la transition pour l'avenir. Mais on l'a dit, là on est 20 ans après. Et pour autant, le pays, il n'est pas vraiment non plus super calme. L'Algérie n'est plus française depuis 1962, la guerre froide bat son plein, on est à la veille d'une élection qui s'annonce cruciale pour l'avenir, la 5ème République vient juste de naître, enfin bref, c'est très compliqué tout ça. Et après tout, l'histoire nous dit que De Gaulle a eu raison. Il a été réélu jusqu'à sa démission en 69, après le référendum loupé sur la décentralisation, et on enseigne encore dans les collèges et les lycées le mythe de la France résistante. C'est la France entière qui a résisté, et ce mythe, c'est le mythe républicain, le mythe d'une nation insoumise, d'une nation unie, d'une nation dont on fait les grands hommes. Là-dessus, souvenez-vous, donnez-vous les moyens de vos rêves, le reste n'est que littérature.